Merci, Monsieur Azero. La parole est à Madame Frédérique Massat, pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, alors après les Outre-mer, permettez-moi de vous parler de la montagne. Cela ne choquera personne dans cet hémicycle. Et afin de souligner les enjeux importants qui ont pu être apportés par l'ensemble des collègues de la montagne sur ce texte, effectivement, l'agriculture, l'élevage, la sylviculture dans les territoires de montagne sont des enjeux auquel, Monsieur le Ministre, vous avez été sensible, puisque dans la version initiale de ce texte, il n'y était pas. Donc effectivement, l'agriculture, l'élevage, la forêt sont une composante en part entière de la production agricole et forestière globale de la France, mais elles présentent des particularités, marquées notamment par le handicap constant de multiples surcoûts liés aux caractéristiques géophysiques du milieu, pente, altitude, climat, qui doivent impérativement être reconnus pour pouvoir être surmontés et assurer à des territoires une véritable égalité des chances. Le texte a donc, dès la première lecture à l'Assemblée, procédé à l'adoption de nombreux amendements montagnards particulièrement importants. Ils ont été maintenus par le Sénat et nous nous en félicitons. Plusieurs d'entre eux se trouvent aujourd'hui définitivement adoptés, puisqu'ils font partie de l'inscription dans la première lecture et n'ont pas été modifiés. Il y a encore un certain nombre d'articles à maintenir et nous resterons vigilants, mais je n'ai pas de doute à ce qu'ils soient pérennisés. Un rappel rapide de différents apports montagnards au texte, afin d'attirer votre attention sur la nécessité d'en préserver non seulement l'esprit, mais également la lettre. Il y a tout d'abord l'affirmation d'une place stratégique des secteurs de l'élevage et du pastoralisme dans la conduite de la politique du développement rural et d'une volonté de maintenir un nombre d'actifs agricoles sur les territoires en adéquation avec les enjeux d'aménagement et d'entretien qu'ils recouvrent. Je constate avec satisfaction que la réécriture de cet article par notre rapporteur, notamment en commission, a permis effectivement de préserver ces avancées importantes. Merci, Monsieur le rapporteur. Ce droit à la différence montagnarde apparaît aussi maintenant dans les modalités de concertation, qu'il s'agisse du niveau national, avec le siège accordé à un représentant du Conseil national de la montagne au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, ou bien au niveau local, avec l'attribution d'un siège dans les départements de montagne à un élu d'une commune ou d'un EPCI de montagne dans les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et bien sûr, la montagne aura aussi son mot à dire par l'intermédiaire des comités de massif dans l'élaboration des plans régionaux d'agriculture durable. Je citerai également, et ce grâce à Monsieur le Ministre, à l'article 16, l'exigence d'une surface minimale d'assujettissement, notamment moindre en montagne, par rapport à la moyenne nationale. Effectivement, nous avions porté cet amendement qui avait été retoqué au titre de l'article 40, mais le gouvernement l'a repris, ce qui a permis de l'inscrire dans le texte. Merci de cette avancée pour la montagne. Enfin, et sans me prétendre à l'exhaustivité, j'évoquerai l'utilité de la reconnaissance à l'article 29 du rôle joué par la forêt en montagne dans la prévention des risques naturels gravitaires et pour la fixation des sols, justifiant une politique publique en la matière. Et là, je remercierai également le rapporteur pour avis, M. Collet, qui nous a permis d'avancer dans ce domaine. Toutes les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée que je viens de retracer ont été confirmées par nos collègues sénateurs. Ils en ont même renforcé la teneur en affirmant l'apport du pastoralisme à la montagne et ont introduit un article nouveau développant les possibilités de tir contre les loups avec la création de zones de protection renforcées. Je soutiens mes collègues sénateurs qui ont rappelé la volonté des élus de voir renégocier le statut de protection du loup. À ce propos, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé devant la Haute Assemblée qu'effectivement, vous allez vous engager sur un travail avec votre homologue italien pour élever ce débat au niveau communautaire. La question des grands prédateurs devient en effet un dossier envahissant et lourd, comme le rappellent les mobilisations de nos éleveurs pour exprimer leur exaspération face aux difficultés croissantes que causent non seulement le loup, mais aussi l'ours et le vautour. Concernant ces derniers, on assiste à un changement de comportement. De charognards, ils sont devenus prédateurs. Des expertises vétérinaires du laboratoire départemental de l'Ariège attestent l'attaque de brebis saines en parfaite santé.
Il est urgent, Monsieur le ministre, de prendre des mesures protégeant les troupeaux, car c'est l'équilibre économique et territorial de nos territoires de montagne qui sera remis en cause avec l'abandon de l'élevage, le repli pastoral, la fermeture de milieux et la disparition des filières locales. Concernant le loup, le message semble avoir été entendu, puisque la ministre de l'Écologie a fait des annonces sur les modalités d'application du plan pour l'année en cours, permettant notamment de majorer de 50% le nombre de retraits autorisés fixé à 24, si ce plafond n'était pas atteint. Les zones de protection renforcées doivent permettre d'atteindre le nombre de retraits autorisés qu'il convient de considérer désormais comme de réels objectifs quantitatifs de régulation. Comme vous l'aviez signalé et annoncé, le gouvernement a proposé une réécriture de l'article 18 bis, voté par le Sénat, que la Commission a adopté. Celle-ci maintient l'affirmation de zones de protection renforcées, mais en atténue la portée. Il faut continuer, Monsieur le ministre, à travailler sur ce dossier avec, bien sûr, votre collègue, la ministre de l'Écologie. Et permettez-moi, pour terminer, d'évoquer la chasse, les chasseurs et les fédérations de chasse. En commission, vous avez accepté mon amendement relatif aux associations communales de chasse agréées. Je vous en remercie et également j'en remercie le rapporteur. Lors de l'examen d'un certain nombre d'amendements, vous vous êtes engagé à ce que l'on puisse mener un travail avec votre cabinet avant cette deuxième lecture afin de lever un certain nombre d'ambiguïtés et d'incertitudes. Ceci a été fait. Il ne reste plus qu'à traduire ces avancées dans la loi, Monsieur le ministre, afin de les concrétiser. On vous fait confiance. Maintenant, la balle est dans votre camp. Un certain nombre de mes collègues présents dans cet hémicycle comptent sur vous pour transformer l'essai. Merci.